Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Michel Jean. Et Michel, juste avant la pause, on parlait justement de la recherche que tu fais. As-tu dû faire beaucoup de recherches avant de commencer l'écriture de l'ouvrage? Ben, quand j'ai voulu camper une partie de l'histoire dans le Grand Nord, quand même un peu, parce que c'est un monde que je connaissais pas. Il y a une mine dans mon livre, et bon, je me suis inspiré d'une mine qui existe pour de vrai, mais je l'ai mis ailleurs. Je cherchais un village, j'ai commencé à regarder c'était quoi les villages qu'il y avait là-bas. Je me suis inspiré d'un petit village qui, dans la vraie vie, s'appelle Kangirsuk, mais moi, je l'appelais Malouit. Les problèmes sociaux qu'on retrouve dans mon village à moi sont des vrais problèmes. C'est comme ça que ça se passe pour de vrai. C'est triste. Oui, ben c'est la vérité, c'est que c'est des villages qui sont, théoriquement, ils sont secs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alcool. Tu n'as pas le droit de vendre d'alcool, mais dans les faits, il y a de l'alcool de contrebande. Et les gens boivent beaucoup et perdent le contrôle. Ils boivent de l'alcool avec des taux de pourcentage vraiment hyper élevés. 94%, des trucs comme ça, ils boivent ça comme de l'eau. Puis ils perdent la tête, ils tirent des balles dans le ciel la nuit, etc. Les gens restent chez eux le soir, ils ont peur, c'est dangereux. Violence conjugale aussi. Beaucoup de problèmes de violence conjugale, beaucoup de problèmes d'agression, aussi beaucoup de problèmes sociaux, etc., toxicomanie, etc. Mais en même temps, c'est des gens qui sont extrêmement gentils. Et quand tu les rencontres, qui sont sobres, t'as pas ça. C'est quand l'alcool intervient. Le fait est que jusqu'à il y a 50 ans, il n'y en avait pas de problème d'alcool. C'est quand on les a pris et qu'on les a forcés à venir dans 14 communautés dans le Grand Nord, puis qu'on leur a enlevé leurs chiens parce qu'on trouvait que c'était trop dangereux, qu'on leur a donné des skidoo, qu'on leur a mis dans des villages où est-ce qu'il n'y avait pas de travail, puis plus vraiment chasser, pêcher, puis ils ont on va s'occuper de vous autres pour que vos enfants aillent à l'école. Ça allait rester sur place, ils se sont retrouvés désœuvrés. Puis à un moment donné, ils ont commencé à boire parce qu'il y avait juste à faire. 2 générations plus tard, on se retrouve avec ces problèmes-là. Comme dans le cas dont je décrivais dans mon roman précédent avec les pensionnats autochtones, aux problèmes sociaux importants qu'on voit dans ces communautés-là, il y a une origine qui est le choc de deux cultures que nous, on a provoqué ici. Il faut avoir le courage quand même de le reconnaître. Et les Inuits ont ces problèmes-là. Sûr que les communautés Inuits vont devoir elles-mêmes trouver une solution à ça aussi. Mais le fait est qu'il faut expliquer pourquoi aussi c'est comme ça. Sinon, les gens jugent facilement. Il y a des raisons à ça qui sont historiques, puis qui sont importantes, puis qui sont politiques. Alors, je veux dire, mais c'est comme ça. Je veux dire, les problèmes, je me souviens, l'année passée, il y a quelqu'un qui a tué un policier, puis mon ami qui était à Coudjouac me racontait, elle dit, on sort pas de chez nous, on a peur, parce que tout peut arriver, là. Fait que les Blancs restaient chez eux pendant ce temps-là. Elle me racontait que, par exemple, quand elle se promène dans la rue, puis qu'il y a une motoneige qui s'en vient en arrière, parce qu'il y a plus de motoneige que d'auto, elle prend pas pour acquis que la motoneige va la voir. Faut que tu retournes puis tu regardes. Parce que la personne est peut-être en état d'ébriété ou intoxiquée. Puis elle peut te frapper. Puis ça arrive. Puis il y a beaucoup de cas de meurtre dont on ne parle pas ici, qui se passent là-bas, qui arrivent, qui sont tous liés à ces problèmes-là. Nous, on vit ici, puis on regarde la souveraineté dans le Grand Nord, on trouve ça bien le fun, puis c'est sûr, c'est important, etc. Puis le passage vers le Nord, oui, mais en attendant, là, il va falloir aussi qu'on réalise qu'il y a ces gens-là qu'on doit aider, oui. Exactement. Qu'on ne doit pas laisser seuls là-bas. Alors moi, encore une fois, je ne sais pas dans mon livre de faire la morale à qui que ce soit. Je suis loin d'être là-dedans. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais quand je l'inclus dans mon roman en me disant que les gens qui le lisent, qui voient ça, ont une compréhension, en retiennent quelque chose, s'ils veulent ou pas. C'est un élément, dans le fond, qui ajoute au roman, puis c'est un élément qui n'est pas un élément central dans le roman, mais si une personne lit, elle va en retenir quelque chose, puis je trouve que, comme lecteur, moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça. On apprend des choses, qu'on sort d'un livre qui nous a marqué d'une manière ou d'une autre, mais en même temps qu'on en a retiré quelque chose. Et si toi, tu le fais pas, il y a peut-être personne qui va le faire. Non, parce que tu sais, on peut écrire 300 autres romans, encore une fois, qui se passent sur le plateau, qui se passent à Montréal, qui se passent là, sur des choses comme ça. Fine, tu sais. Mais en même temps, des fois, on peut écrire sur d'autres endroits du Québec, sur des régions du Québec, sur des coins plus loin du Canada. Je veux dire, moi, dans mon roman précédent, j'avais inclus justement un passage qui se passait en Saskatchewan, parce que je trouve que c'est un super beau pays. J'avais un personnage qui venait de la Saskatchewan, je parlais des prairies, tout ça. J'essaie d'intégrer différents horizons à mes livres. Est-ce qu'il était plus long à écrire que les autres? Parce que tu as pris un peu plus de temps, je pense, pour l'écrire. Un peu quand même, oui. Il est un petit peu plus long.
Puis j'ai enlevé 50 pages quand j'ai retravaillé. Il faisait au-dessus de 300 pages, puis là, il était à 260. C'était un peu plus long, mais je me suis beaucoup battu avec ce livre-là. Comment je dirais? Je sentais... mon roman précédent, Le vent en parle encore, avait été bien reçu. Et je pense que j'étais dans un univers complètement différent. Ce livre-là est très différent. Et j'avais peur que... Je me disais peut-être que le monde va être déçu. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé l'écriture dans lui. Paradoxalement, je pense qu'elle est plus simple que jamais et plus dépouillée, mais il y a, derrière l'apparente simplicité, il y a beaucoup de batailles avec moi-même. Entre la première version et la dernière version, d'abord, il y a 50 pages de moins. Et il y a du travail pour rendre ça plus fluide, tout ça. Et il y a aussi le fait que c'est un récit qui est quand même en subtilité. Je veux dire, par exemple, on parlait tantôt de la façon dont ils font l'amour, etc. Je voulais que les gens comprennent l'évolution du personnage qui se passe dans la tête d'Arnaud et d'Amélie aussi. Qui va évoluer oui, au contact sans que je le dise. Je voulais qu'à travers leur vie respective, on comprenne ce qui leur arrive. Et non pas que je dise, moi, dans mon roman, Arnaud sent qu'Amélie a changé, qu'elle n'est plus la même jeune femme spontanée. Je voulais que Arnaud comprenne, puis qu'elle, le lecteur, comprenne à travers, et j'ai beaucoup travaillé ça. Et ça m'a pris quand même un peu de temps. Ouais. Et t'es quel genre d'auteur, Michel? Est-ce que t'es le genre d'auteur qui va écrire à tous les jours pendant une période ou t'écris quand l'inspiration vient? Non, j'écris... en fait, avant d'écrire, je conçois... Ça commence par penser à ce que je veux dire. Parce que moi, dans mes romans, il y a toujours... C'est un divertissement, les gens peuvent le lire pour l'histoire d'amour, pour le suspense, mais il y a toujours un propos en arrière. Ça commence avec ça. Je voulais parler de ce dont on parlait tantôt, c'est-à-dire les choix qu'on fait dans la vie et les conséquences que ça. Une fois que tu t'es dit ça, ça ne te donne pas un roman quand même, on s'en fout. Faut trouver l'angle. Et là, j'ai bâti l'histoire. Là. J'ai pensé à l'histoire, j'ai pensé à mon personnage torturé entre son travail. Et là, j'imagine, et là, je me raconte l'histoire à moi. Ça peut prendre un certain temps. Dans ce cas. Et là, une fois que j'ai dans ma tête l'histoire, qui va être 80% de mon histoire dans ma tête, je suis capable de me la réciter, il va arriver ça. Pas tous les détails, pas tous les punchs, pas tout. Mais le début, le milieu, la fin, tout ça, là, je commence à écrire. Et quand j'écris... Est-ce que tu fais un plan? Non, j'ai commencé lui à faire un plan, mais j'ai arrêté. Mon plan est dans ma tête. Mais j'admire ceux qui sont capables de faire des plans, mais quand je commence à écrire le plan, à un moment donné, je suis dedans, puis je me rends compte que je suis en train d'écrire un chapitre, pas un... Fait que ça marche pas. Fait que c'est comme ça. Et je me suis rendu compte que Stephen King fait pareil comme moi. Fait que c'est bon pour Stephen King, ça va être bon pour moi, tu sais. Et donc, une fois que j'écris, j'essaie d'écrire assez régulièrement. Peut-être pas tous les jours, parce que, bon, mais quand même, je dirais que la semaine, je me lève tôt, au moins 3 jours semaine. Je mets 2-3 heures. Tu sais, je me lève 5 heures, 4 heures. J'écris jusqu'à vers 7 heures. Après ça, la fin de semaine, je suis capable de mettre 4 heures. Donc, j'ai l'équivalent de 2 jours à temps plein, à peu près. C'est comme un job à temps partiel, si on peut dire. Mais j'écris de façon assez constante parce que j'aime ça. Et quand j'écris pas ou je suis pas dans un processus d'écriture, je sens un malaise. Là. Je suis comme pas bien, il y a quelque chose qui me manque. J'ai besoin d'avoir mon histoire dans ma tête puis mon chose qui avance parce que je suis dans mon histoire, je la vis, ça m'habite. Et alors, j'écris assez régulièrement. Dans le silence complet ou ça prend de la musique? Les deux. Ah oui? De plus en plus dans le silence. Avant, toujours de la musique. Souvent les mêmes chansons. Mon roman précédent, je l'avais écrit en écoutant Someone Like You en boucle. Les paroles avaient aucun rapport avec mon livre, mais l'ambiance qu'il y avait dans la chanson, je trouvais beaucoup l'ambiance que je ressentais, moi, dans mon livre. Et celui-ci, je l'ai écrit en écoutant beaucoup de Johnny Cash. C'est des grands espaces, peut-être, je sais pas. Mais des fois, le silence aussi. Très tôt le matin, souvent. Mais un ou l'autre. Mais c'est juste d'être concentré. Quand je ne suis pas concentré, j'écris pareil. C'est moins bon, mais je reviendrai. L'idée, c'est de coucher l'histoire sur papier. Puis une fois que l'histoire est couchée, là, puis que j'ai fait jusqu'à la fin, là, je suis tellement soulagé, là, c'est comme c'est fait. Et là, il reste encore beaucoup de travail. Ça n'a pas rapport entre ce que j'ai écrit là et ce qui va arriver à la fin. C'est comme prendre une motte de glaise, là, puis tu fais une forme avec. C'est pas ta sculpture. Tu sais? Mais tu as pris la motte de glaise, là, puis tu en as fait l'ébauche.
Et là, après ça, il reste le plus facile, c'est l'écriture après. Le plus difficile, c'est raconter l'histoire, je trouve. Tu sais, c'est la concevoir, la rendre passionnante, créer les personnages que les gens vont aimer, puis à travers lesquels ils vont vivre quelque chose, une expérience de lecteur. Et après ça, il me reste juste à retravailler ça. Ça, c'est juste le fun. Ah, c'est le fun, ça, parce que les auteurs qui aiment pas ça du tout. Ouais, non, mais je trouve que c'est la partie la plus fun. C'est comme le crémage sur le gâteau. Il te reste juste à retravailler. Quand t'aimes l'écriture, quand t'aimes la lecture, comme moi, t'es dans l'émotion, les mots, couper des mots, rajouter, trouver des belles phrases, trouver des choses, raccourcir des trucs. T'enlèves ça. Tout ça, c'est comme t'as pas la responsabilité de bâtir ton histoire. T'as juste le plaisir de la rendre le plus beau que t'es capable. Alors ça, c'est le bout facile. Si tu me permets, Michel, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire. Ouais.